Le silence des vivants, réflexion sur une histoire de Madeleine, 67 ans. Il y a des histoires qu'on lit et qu'on referme, et puis il y a celle-ci. Celle de Madeleine. Je ne la connais pas, pas vraiment. Je n'ai jamais bu son café trop longtemps sur la plaque chauffante, jamais marché à ses côtés le long du canal. Pourtant, en lisant ces mots, j'ai senti quelque chose remuer en moi. Quelque chose qui ressemble à une pierre qu'on croyait enfouie et qui refait surface. Parce que son histoire, voyez-vous, ce n'est pas seulement son histoire. C'est l'histoire de nos mères, de nos tantes, de nos voisines. C'est peut-être la vôtre, dans 20 ans, dans 30 ans. C'est celle de toutes ces femmes et ces hommes à qui l'on a appris, depuis l'enfance, que le deuil est un costume qu'on ne quitte plus. Madeleine a 67 ans. Elle a perdu Bernard, son mari de 40 ans, un mardi matin de novembre. Une rupture d'anévrisme, foudroyante. Et elle a fait ce qu'on attendait d'elle. Elle a pleuré, elle a rangé, elle a continué à faire le café pour une tasse. Elle a cuisiné des demi-portions, des quarts de vie. Elle a marché seule là où il marchait à deux, avec ce trou dans la main gauche, celui qu'on ne montre pas, celui qu'on tait. Pendant 4 ans, elle a été une veuve digne. Exactement comme sa mère avant elle, qui à 42 ans avait rangé sa vie au fond d'une armoire, comme on range un manteau, parce que ça ne se faisait pas. Parce que les femmes au marché regardaient Madame aux roues de travers quand elle avait osé refaire sa vie 2 ans après la mort de son mari. Ça ne s'invente pas, ces choses-là. Ça se transmet. Dans le sang, dans le silence, dans la manière dont on pose la fourchette quand on parle de quelqu'un qui a trop vite. Et puis un jour, Madeleine rencontre Marcel. Un jeudi matin de mars, à la sortie du kiné. Lui tient la porte. Rien que ça. Il a 69 ans, il est veuf aussi. Il dit « Après vous, madame », et tout bascule. Pas en trombe, non. Doucement, comme une marée qui monte sans qu'on y prenne garde. Un café, une exposition, un marché, puis un autre café. Et Madeleine ne sait plus quoi faire de cette douceur. Elle a les réflexes rouillés, le cœur qui hésite, cette petite voix qui chuchote, c'est inconvenant, c'est trop tard. Mais elle y va quand même. Elle s'autorise à exister. Et c'est là que le drame arrive. Pas celui qu'on croit. Pas la maladie, pas l'accident. Le drame, c'est ses enfants. Ils s'appellent Thierry et Valérie. De bons enfants, des enfants bien élevés. Valérie venait toutes les semaines avec ses casseroles. Thierry appelait tous les dimanches à 10 heures précises. Une famille modèle, en apparence. Et puis Madeleine leur annonce qu'elle voit quelqu'un. D'abord, le silence poli. Ah bon? Puis 3 semaines de rien. Et puis l'orage. Thierry appelle un mercredi matin, pas un dimanche, ce qui en soi est un signal. Il parle de vulnérabilité, de confiance, de prendre le temps de réfléchir. Il utilise le mot patrimoine. Et là, Madeleine comprend. Elle ne s'énerve pas. Elle a froid. Un froid qui vient de l'intérieur. Mais le pire, le plus déchirant, arrive quand Valérie vient déjeuner. Le gratin dauphinois, son plat préféré. Les épaules en arrière, la rigidité des mauvaises notes à l'école. Elle dit que ce n'est pas contre Marcel, en théorie, mais que c'est trop vite. 4 ans, trop vite. Et puis elle lâche la phrase « Maman, papa m'avait dit que si tu te remettais avec quelqu'un, ce serait une trahison. Il me l'avait dit avant de mourir. » Une phrase qui tue. Une phrase que Bernard, l'homme aimé pendant 40 ans, a confiée à leur fille comme on confie une mission. Et Valérie l'a gardée 4 ans, comme une promesse sacrée. Madeleine pleure, non pas de chagrin, mais de quelque chose de plus compliqué. Une lucidité froide, comme une lumière qu'on allume dans une pièce qu'on croyait connaître et qu'on découvre soudainement différente. Que faire de cette histoire? Je l'ai lue plusieurs fois, cette histoire. Je l'ai laissée reposer, comme on laisse reposer une pâte, parce que les histoires vraies ont besoin de temps pour lever. Et plus je la tournais dans ma tête, plus je me rendais compte qu'elle n'est pas seulement l'histoire d'un conflit familial. Elle est le miroir de quelque chose de bien plus grand, de bien plus ancien. Une épaisse couche de regard, de non-dit, de « qu'est-ce qu'on va penser ?» Une couche qui pèse sur nos épaules sans qu'on l'ait choisie. Dans la France des années 60, celle où Madeleine a grandi, une veuve qui se remettait avec un homme. C'était une femme légère. On ne disait pas le mot, mais on le pensait. On le chuchotait entre 2 achats de légumes. Ma mère, disait-on, a bien su rester seule. Pourquoi pas elle? Le deuil était sacré, presque religieux. On ne plaisantait pas avec ça. Les morts appartenaient aux vivants d'une manière étrange, possessive. Et les vivants, surtout les femmes, devaient rester à leur service. Ne pas trop rire, ne pas trop sortir, ne pas trop vivre.
Attendre. Attendre quoi? La mort? Sans doute. Au moins l'âge où tout désir deviendrait inconvenant. Madeleine a attendu 4 ans. Pas parce qu'on le lui a demandé. Parce qu'elle avait cette petite fille de 16 ans en elle, celle qui regardait les femmes au marché et qui savait. Celle qui avait appris que le deuil est une chambre dont on ne sort pas vraiment. Et quand elle en est sortie, ce sont ses propres enfants qui ont brandi la règle. Pas une règle écrite. Une règle intérieure, viscérale. La règle qui dit qu'un père ne se remplace pas. Qu'une mère ne devrait pas avoir envie de quoi que ce soit d'autre que de ses souvenirs. Qu'à 67 ans, on range ses désirs dans un tiroir, on ferme à clé, et on jette la clé. Mais Madeleine a osé. Elle a osé être heureuse. Et pour ça, ses enfants l'ont condamnée. Pas au sens judiciaire, non. Pire, au sens affectif. Le silence du téléphone qui ne sonne plus. Noël, on met la table pour 4, puis pour 2, puis on mange seul en regardant la fenêtre. 10 mois de coupure. 10 mois à se demander si on a eu tort de vouloir continuer à vivre. Le piège de la mémoire instrumentalisée. Ce qui me frappe le plus, dans cette histoire, ce n'est pas la colère des enfants. C'est l'arme qu'ils utilisent. L'amour de leur père. La mémoire de Bernard. Ils ont transformé son souvenir en une prison, et ils en tiennent les clés. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent probablement pas compte. Valérie croit sincèrement qu'elle honore son père. Thierry croit sincèrement qu'il protège sa mère. Ils sont prisonniers de leur propre douleur, de leur propre peur de perdre une place, une image, un fauteuil. Car c'est de cela qu'il s'agit, au fond. Le fauteuil de papa. Personne d'autre ne doit s'y asseoir. Pas parce que le fauteuil est sacré, mais parce que s'asseoir ailleurs, c'est accepter que papa est vraiment parti. Que la vie continue. Et c'est cette continuation que les enfants refusent, parfois, de voir. Parce que tant que maman reste seule, tant qu'elle porte son deuil comme une armure, alors papa est encore un peu là. Il n'est pas tout à fait mort. Mais si maman sourit à nouveau, si elle fait du café pour 2, si elle rit de quelque chose de bête avec un autre homme, alors papa disparaît une seconde fois. Et cette seconde disparition est parfois plus douloureuse que la première. Madeleine, elle, a compris quelque chose d'essentiel. Elle a compris que Bernard était un homme de sa génération, un homme qui aimait profondément, mais avec les limites de ce qu'il avait appris à être. Un homme qui, sur son lit de mort, dans sa peur d'être oublié, a peut-être dit une chose qu'il n'aurait pas dite s'il avait eu le temps de réfléchir. Elle ne lui en veut pas, mais elle refuse de lui appartenir éternellement. Parce qu'elle est vivante. Son cœur bat encore. Et il a le droit de battre pour quelqu'un. Le désir n'a pas d'âge. On parle beaucoup du deuil. On parle des enfants orphelins, des familles recomposées, des traumatismes. On parle de la solitude des personnes âgées comme d'une triste évidence, presque normale. Mais on ne parle presque jamais de cela. De ce moment étrange, courageux, où une personne de 65, 70, 80 ans décide qu'elle n'a pas fini. Qu'elle veut encore. Pas pour remplacer. Remplacer, c'est impossible. Bernard ne sera jamais remplacé. Mais continuer, oui. Continuer à exister dans le regard de quelqu'un. Être vu, être là, être désiré. Pourquoi ce regard est-il encore si empoisonné? D'où vient cette idée qu'après un certain âge, le désir est indécent? Qu'une veuve qui refait sa vie est une femme qui trahit? Qu'un veuf qui rit à nouveau est un homme qui oublie trop vite? Ces idées viennent de loin. Elles viennent du temps où les femmes étaient la propriété morale de leur mari, même après la mort. Elles viennent du silence des générations. Et elles persistent parce que nous les répétons, sans le vouloir, à nos enfants, à nos tables de Noël, dans nos regards en coin. Madeleine raconte que sa propre fille l'a regardée comme les femmes du marché regardaient Madame Aurore. La même douleur, la même injustice, 50 ans plus tard. C'est à désespérer de l'humanité. Mais c'est aussi une raison de parler, de raconter, de dire « ça suffit ». Et maintenant, dans l'histoire de Madeleine, il y a une petite lumière. Un message de Valérie, 3 semaines avant qu'elle nous raconte tout. J'ai revo, ma thérapeute. J'ai peut-être dit des choses que je regrette. On peut se parler, juste elle et moi. Madeleine n'a pas encore répondu. Pas par punition, mais parce qu'elle veut être prête. Parce que les blessures de ce genre se cicatrisent mal quand on se précipite. Elle a tapé « Je t'aime aussi » sur son téléphone. Elle n'a pas encore appuyé sur « Envoyer ». Mais elle va le faire. Bientôt. Thierry, lui, n'a pas encore bougé. Mais Madeleine connaît son fils. Il cédera. Il lui faut du temps. Il a besoin de croire que c'est lui qui a décidé. Alors elle attend. En attendant, il y a Marcel.
Et ce café toujours un peu trop longtemps sur la plaque, mais que maintenant ils boivent à deux. Et les croissants du dimanche matin. Et les tulipes qui percent dans le jardin. Ce que j'ai appris de Madeleine. À vous qui lisez ces lignes, si vous avez des parents d'un certain âge, si vous avez une mère veuve, un père seul, je voudrais vous dire une chose. Une chose simple que Madeleine m'a apprise. Regardez-les avec les yeux que vous auriez pour un inconnu. Pas avec les yeux de l'enfant qui a peur de perdre quelque chose. Pas avec les yeux du fils ou de la fille qui veulent protéger une mémoire, un fauteuil, une image. Regardez-les comme des êtres humains. Demandez-vous ce que vous voyez vraiment. Une personne qui trahit ou une personne qui survit. Une personne qui oublie ou une personne qui continue. Une personne qui vous abandonne ou une personne qui essaie simplement de ne pas s'abandonner elle-même. Et si vous êtes du côté de Madeleine, si vous avez 60, 70 ans, si vous hésitez à saisir quelque chose de bien parce que vous avez peur du regard de vos enfants, du poids de la mémoire, de ce qu'on va dire, faites-le quand même. Pas par défi, pas pour prouver quoi que ce soit. Juste parce que vous êtes encore là. Parce que la vie ne nous demande pas la permission de continuer. Elle continue, c'est tout. Et on peut choisir d'être du côté de ceux qui continuent avec un dernier café. Ce matin, en écrivant ces lignes, j'ai pensé à Bernard. Pas à celui de l'histoire, à un Bernard intérieur, le fantôme de tous ceux qu'on a aimés et qu'on a dû quitter. Je me suis dit que si Bernard pouvait parler, vraiment, sans la peur de mourir, sans les vieilles croyances de son éducation ouvrière, il dirait peut-être quelque chose comme ça. Va. Vis. Je t'ai aimé, mais je ne veux pas être ta prison. Je veux être ton souvenir, pas ton gardien. Madeleine, elle, a écrit une phrase magnifique. Ne pas choisir entre les vivants et les morts. Ne pas choisir entre l'amour d'hier et celui d'aujourd'hui. Tenir les deux aussi maladroitement qu'on peut, avec les deux mains qui restent, et continuer quand même. C'est ça, l'art de vieillir avec grâce. Ce n'est pas la dignité froide d'une veuve qui range sa vie. C'est la force fragile, hésitante, terriblement humaine de celle qui ose encore. De celle qui fait du café pour deux, qui laisse la porte ouverte, qui tape « Je t'aime » sur un téléphone même si ses doigts tremblent un peu. Alors voilà. Je n'ai pas de solution miracle. Je n'ai pas de leçon à donner. J'ai juste cette histoire. Celle de Madeleine, 67 ans, qui a osé aimer à nouveau, et que ses enfants ont abandonné pour ça. Mais qui n'a pas renoncé. Qui attend. Qui espère. Qui boit son café avec Marcel, en regardant les tulipes pointées. Et qui, bientôt, enverra ce message. Si cela ne vous donne pas envie de téléphoner à votre mère, de regarder votre père autrement, de vous demander ce que vous seriez capable de faire à 67 ans, alors rien ne le fera. Madeleine a raison. Il y a des silences qui pèsent des tonnes. Mais il y a aussi des mots qui libèrent. Et parfois, juste parfois, une porte qu'on rouvre sans claquer l'autre derrière soi. C'est peut-être ça, finalement, la seule chose qui vaille la peine d'être apprise.